Bienvenue dans The Cloud Show Podcast, ce troisième hors-série, et je suis très content et très heureux d'accueillir Mathieu. Hello Mathieu, Bonjour Nicolas, moi aussi, je suis très content de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. comment vas-tu dans un premier temps? Très bien, et toi? Ça va, je te remercie. On a reçu déjà deux autres personnes, deux précédentes personnes avant toi. Donc on a reçu Guillaume, on a reçu Christophe. Et l'objectif en fait de ce podcast, slash vidéo YouTube également, parce que oui, tu passeras également sur YouTube, c'est de faire un petit peu voilà, le retour de ta carrière, même si ta carrière n'est pas terminée, hein, bien entendu. Mais c'est de voilà, voir un petit peu là où tu as commencé, jusqu'où tu en es aujourd'hui, quel poste tu occupes, et des petits retours d'expérience, des petits tips que tu pourrais donner à une personne qui souhaite se lancer dans ce métier, ou bien des personnes qui sont en reconversion professionnelle, ou bien des jeunes, parce qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui le suivent sur les réseaux sociaux. Et vu que je sais que tu es très engagé là-dedans, donc du coup, c'est l'occasion, c'est une occasion qui est parfaite, je trouve. Eh oui, avec plaisir. Donc, je sais pas si tu le sais, mais on a un petit rituel dans ce podcast. C'est dans un premier temps, voilà, qu'est-ce que tu consommes le matin? Est-ce que tu es plutôt thé? Est-ce que tu es plutôt café? Est-ce que tu es plutôt Red Bull parfois? Peut-être? Pas assez jeune pour du Red Bull le matin. Non, ce sera plutôt jus d'orange, tout simplement. Des fruits, faire la dose de vitamines pour pouvoir attaquer la journée. Tu as bien raison parce qu'on en a besoin dans notre métier. Dans ce cas, écoute, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais vulgariser un petit peu ton emploi actuel, ton poste actuel, voilà, l'expliquer, le vulgariser pour que tout le monde comprenne. Alors, mon métier en soi, ou plutôt mes métiers, j'en ai plein, on reviendra un petit peu dessus après, mais en très haut niveau, j'accompagne des organisations, ça peut être des entreprises, ça peut être des écoles dans le cadre, d'enseignement, sur, les sujets de sécurité cloud. Comment essayer d'éviter que leurs données de vie privée, les données, qu'ils injectent dans tous les produits, numériques du quotidien, soient sécurisées et ne tombent pas aux mains de personnes qui seraient malveillantes. Plutôt orienté cloud du coup, que on-prem j'imagine. Exactement. J'ai pris le virage du cloud maintenant il y a plus de 10 ans et j'en suis très content. J'ai absolument pas l'ambition de revenir on-prem. Je comprends et je partage ton opinion. Maintenant, on va passer voilà un petit peu à ton CV, d'accord? Je ne suis pas un recruteur, je suis juste là pour diffuser un peu la bonne parole. Est-ce que tu peux voilà dire à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous voient ton CV, d'accord? Repartir vraiment du début, tes diplômes jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Quel poste tu occupes? Voilà. Voilà, déjà pour la partie scolaire. J'ai fait une scolarité classique, c'était, lycée général et section S à l'époque, ça a changé. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire, puis une école d'ingénieur, généraliste, CPE, Lyon, pour carrelage, plomberie, électricité, les secteurs d'avenir. Non, c'est, chimie, physique et électronique. C'était né de la fusion d'une école de chimie et d'une école de physique et il s'était lancé justement dans la partie informatique, de gestion informatique industrielle. Et là, dernièrement, ils ont ouvert, une section cybersécurité où j'interviens de temps en temps. Donc ça a été mon parcours scolaire, ça a été, très formateur et ensuite j'ai fait le choix de partir dans une petite entreprise. On y reviendra, Mhm. c'est un choix qui était très structurant. Je ne pensais pas qu'il le serait autant au début. Ensuite, pour revenir dans les grands comptes, c'est un parcours assez long. Mais donc c'était une petite entreprise et c'est une aventure qui était relativement courte. C'est au final, au bout de 9 mois, 10 mois, l'entreprise a fait faillite. Elle était en redressement judiciaire. Ah mince, Bon, c'est la vie. Après, quand je suis bien rentré, sûr. on m'avait dit que tout n'était pas rose, mais qu'ils allaient se redresser et en fait, non. Donc je me suis, vite remis. J'ai retrouvé finalement aussi une autre petite entreprise orientée sur l'intégration. Donc c'était énormément de déplacements. J'intervenais sur toute la région sud-est, centre, pour faire de l'administration, de la virtualisation, du poste de travail et du réseau. Donc ça a été vraiment, 2-3 ans qui ont été super formateurs sur toutes les technos et la vie réelle des entreprises. Et surtout, c'était le mode de fonctionnement du service. Là, tu vois, ça fait plus de 16 ans que je travaille et j'ai fait 4 ans, un peu plus de 4 ans chez un client, final. Mais sinon, tout le reste du temps, j'étais chez un intégrateur, en société de conseil ou en société de service ou en cabinet de conseil. Donc Mhm. c'est vraiment un mode de delivery que j'apprécie et tu vois, au début, j'avais entre guillemets «ma fiche de mission». Je savais que j'étais 2 jours chez un client et en repartant, il fallait que, bah, toute l'infra VMware soit fonctionnelle. Donc c'était, quelque chose qui était relativement
cadré et surtout, on était là pour faire quelque chose. C'est vraiment on était dans l'action. Ensuite, je suis rentré chez Cegid, un éditeur de RP, bien connu et qui lui aussi Mhm. opérait sa transformation, passer d'éditeur tout simple à éditeur hébergeur. En fait, il venait en place une production SaaS et c'est là que j'ai pris justement le virage du cloud. Donc une belle expérience, à Cegid où j'ai pu faire plein de postes. J'ai été, chef de projet, j'ai été product owner de la CMP, c'est ce qu'on appelle une cloud management platform qui était développée en interne. Donc D'accord. c'était de nouvelles cordes et vraiment pouvoir voir le cloud et surtout aussi sa consommation, comment accompagner, les BU, les business units sur ces sujets. Ensuite, j'ai voulu me lancer plus dans la partie chefferie de projet. Donc là, j'ai Mhm. fait, plus de 2 ans de mission chez Adecco. Donc des projets à l'international. Donc là, j'ai énormément de contacts avec des gens au Japon, en Amérique du Sud, dans toute l'Europe. C'était assez sympathique, principalement pour de la migration cloud sur Mhm. Azure et de l'installation de produits de cybersécurité, de solutions de SIEM ou de gestion de vulnérabilité. Donc pareil, je commence à mettre mon 1er doigt dans la cybersécurité et ensuite, je suis recruté par Squad où je suis resté 6 ans. Où là, c'est le combo, cloud et cybersécurité. Je suis, Mhm. intervenu chez les acteurs de l'énergie, du monde bancaire, du transport et jusque l'année dernière où je suis rentré chez Devoteam Cybertrust pour entre guillemets, continuer dans la lignée, mais encore plus spécialisé vraiment sur la partie cybercloud, sur, les produits qu'on appelle des CNAP et notamment Wiz. Quel parcours à aujourd'hui? Waouh. Déjà, ce qui est drôle, c'est que, enfin, ce qui est drôle. Disons que t'es parti vraiment bas et aujourd'hui, tu en es là aujourd'hui à ce poste-là. Et franchement, chapeau, bravo. C'est vrai que pas tout le monde arrive à prendre ces virages-là, donc chapeau pour le coup. Beh, oui, c'est sur la notion de métier. J'ai, commencé à sysadmin, ingénieur, architecte. J'ai été, comme dit, product owner, chef de projet, auditeur, fait du conseil. Mais en fait, c'est plein de métiers différents, mais toujours dans un seul et même domaine, l'infrastructure. Tu vois, tu me lances, donc c'est parfait pour la suite. L'autre question, c'était voilà, c'est de savoir si ça a toujours été une ambition pour toi. Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans l'IT ou bien tu y es arrivé par hasard? Bon, de ce que je comprends, c'est pas par le hasard, mais bon. C'est pas complètement, mais non. Tu vois, au lycée, on n'avait pas de cours d'informatique à l'époque, donc en soi, la seule, informatique que je faisais, c'était du bricolage, bah, pour jouer en réseau, avec mes frères, par exemple. Tu vois, avant les RJ45, Bien c'était les sûr. câbles BNC. C'est ce que j'avais utilisé pour faire du réseau de GTA 2. Donc Wow. moi, quand j'ai commencé à rentrer en prépa, je voulais faire ingénieur chimiste. Enfin, je savais que je voulais faire de l'ingénierie et au final, le domaine qui me bottait le plus, c'était la chimie, mais tous les TP de chimie en prépa m'ont tellement saoulé que ça m'a plus intéressé. C'est là aussi que j'ai découvert l'informatique. On faisait les premières lignes de code, hein, avec du C qu'on commençait à écrire et je me dis: «C'est génial en fait, on peut faire plein de trucs». Donc c'est pour ça que je me suis lancé, allez, ingénieur IT. Et quel a été du coup le moment précis où tu t'es dit, c'est bon, je veux aller là-dedans, je veux faire ça, ça va être mon job, je vais évoluer là-dedans. C'est à quel moment de ta carrière, de ta vie, tu t'es dit, c'est bon, c'est ça. Mais entre l'année 4 et 5 de l'école d'ingé, en fait, il y a D'accord? CPE avait une petite particularité à l'époque. On fait une année de césure, si possible à l'étranger. Donc j'ai choisi une destination très exotique, Genève, où j'étais sysadmin pendant 1 an pour un groupe de presse. Et ça a été très formateur et c'est là que je me dis: «OK, ça valide bien ce que je veux faire, l'IT, c'est sympa, on fait des choses, on réalise, go». En plus, oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais Mathieu est lyonnais. Donc du coup, voilà, pour la petite précision. Lyonnais d'adoption, je suis sûr que j'en parlerai dans les questions d'après. À la base, je viens de Bordeaux. J'aime bien faire une chose, c'est de comparer. En plus, c'est bien, tu as abordé ce sujet-là sans trop le vouloir, mais c'est comparer l'école à l'entreprise. Est-ce que pour toi, il y a eu un réel décalage entre ce que tu as pu apprendre à l'école et ce que tu as pu voir à l'entreprise? Est-ce que pour toi, c'était dans la continuité ou bien c'était vraiment, il y avait un gros décalage de ce qu'on t'apprenait à la vie en entreprise? Alors, c'était une école généraliste, donc tu vois, sur ma dernière année, par exemple, j'ai codé de l'assembleur, enfin, je fais des choses que je n'ai jamais fait en entreprise, mais ça m'a donné la capacité à apprendre à lire de la documentation. Mhm. J'en reviendrai un peu plus tard, ça reste l'un des meilleurs moyens de se former. Mais non, Mhm. le plus gros décalage, en fait, ça a été, il y en a 2.
Le premier, c'est que tout est drivé par le coût. En fait, est-ce qu'on prend cette action ou pas? C'est combien elle coûte et dans la vie d'une organisation et encore plus dans une entreprise, en fait, c'est vital. C'est une action en soi, elle a pas de bénéfice, elle rapporte pas d'argent ou le coût à ne pas la faire est minime, mais il y aura peu d'intérêt. Et le 2e aussi qui est un petit peu lié, c'est on fait pas de la technique pour faire la technique. Souvent en école, on va essayer de faire le produit le plus beau, Mmh. respecter toutes les bonnes pratiques, mais en entreprise, l'idée c'est que ça fonctionne. On va avoir les notions de MVP, de minimum viable product, donc le Mmh. produit minimal viable, qu'il soit vendable et qu'on puisse lancer. Vraiment, c'était les 2 plus gros décalages où et je pense qu'il y a quand même un certain nombre de techniciens qui vont louper ce décalage, qui vont se dire: «Il faut qu'on fasse la perfection» et nous, c'est quelque chose qui va les desservir un peu au long de leur tout au long de leur carrière. Donc du coup, tu nous as un peu expliqué tout à l'heure que tu as pu faire, un petit peu des écarts de parcours. Je pense notamment à la chefferie de projet. J'adore les chefs de projet, attention, je me fâche avec personne, mais bon, en général, quand même de l'IT, c'est vrai que c'est encore autre chose. Est-ce que, du moment où tu as passé du coup ce premier emploi, ce premier job dans ta carrière, est-ce qu'il y a eu d'autres, dérivés à part ces chefferies de projet? Ou bien il y a eu encore d'autres choses ou pas? Non, après, c'était pas forcément une dérive. C'est en soi pourquoi j'ai voulu faire de la chefferie de projet. C'est quand je faisais de l'intégration, il m'arrivait avec, certains chefs de projet entre guillemets qui nous pilotaient, ils nous envoyaient juste, la photo d'un tableau blanc avec, 3 carrés. Bon, bah, il y a 2 serveurs qui font, la partie VMware, le câblage vers la baie et amuse-toi pour déployer. Je vais faire de la chefferie de projet parce que je vais avoir le chef de projet va avoir plus de capacité à, bah, Mmh. piloter et à gérer. Et en fait, c'est pas le cas. Tu vois, j'ai eu de la chance, avec Adecco était une entreprise, hein, et toujours au présent, ils le sont, qui est extrêmement mûre sur cette partie et le chef de projet est un chef d'orchestre. Mais entre guillemets, il a pas de pouvoir décisionnel direct. Il Mmh. sert des sponsors et le but du projet n'est pas forcément qu'il, finisse correctement. L'idée, c'est qu'il délivre de la valeur et c'est pour ça que c'est une question que le chef de projet doit se poser régulièrement. C'est est-ce que ce projet délivre encore de la valeur ou est-ce qu'il faut l'arrêter? Parce qu'au final, il va coûter, beaucoup plus que ce qu'il ne va rapporter. Et cette démarche, ça a permis de structurer. Ça m'a permis aussi, bah, de gagner sur la partie communication. C'est, travailler avec des techniciens, les gens du marketing, les gens du légal pour l'achat de solutions, des gens très amusants, les stakeholders, donc tout ce qui va être les C-suites pour discuter avec eux, voir peut-être qu'est-ce qui va les intéresser, comment leur faire comprendre, leur faire passer des idées. Ça a été vraiment quelque chose de structurant et c'est quelque chose qui me sert énormément encore, dans mon quotidien. De ce que je comprends, c'était ça, hein. Tu es arrivé en partie de chefferie de projet, mais tu avais toujours la vision technique et la partie chefferie de projet t'a permis d'acquérir une autre compétence qui est le dialogue, le Autour des soft skills. Mais OK. tu vois, quelque chose qui a fait aussi que j'ai arrêté la chefferie de projet, c'est il fallait qu'on demande, des cotations à un partenaire. Ça prenait énormément de temps. Le travail était pas forcément d'une très grande qualité et c'est des choses que j'aurais pu faire moi-même pour beaucoup plus rapidement. Mais en tant que chef de projet, c'était pas mon rôle. On va parler maintenant du métier au quotidien, d'accord? De ta fonction actuelle, on va dire vraiment de la partie cloud, dans laquelle tu évolues aujourd'hui. C'est vrai que moi, personnellement, c'est ce que je dis à chaque fois, lors des interviews, c'est que on a toujours, 2 extrêmes. C'est-à-dire que on va avoir soit l'extrême où on est dans le travail 24 heures sur 24, où on ne s'arrête jamais parce qu'on dialogue avec les États-Unis, parce qu'on dialogue avec Singapour, parce qu'on dialogue avec ci, avec ça, dans des fuseaux horaires complètement dingues, donc on s'arrête jamais de travailler. Et je vais avoir un autre extrême où on me dit non mais de toute façon, t'es dans l'IT, t'es dans l'informatique, tu ne fais rien de tes journées. En gros, tu restes chez toi, tu joues à l'ordinateur et tu fais semblant de travailler. C'est quoi toi ton point de vue là-dessus? Alors, mais moi, c'est quelque chose d'assez délicat. C'est quelque chose que j'ai recherché un peu tout au long de ma carrière, c'est pas avoir de journée type. Là, je peux faire des journées où, je vais être plongé dans la documentation, en train de préparer, une démo live pour les assises ou pour un autre event. Ça peut être, discussion d'avant-vente avec des clients pour essayer de comprendre leur use case et voir ce qui est important. Ça peut être de faire du delivery, Mmh. de la production, donc produire du code, des présentations ou ce qui est demandé par le client, de l'audit. Mmh. Ça peut être intervenir en école pour, faire de la formation ou, faire un petit peu de pub pour l'entreprise. Ça va être vraiment très varié et c'est quelque chose que je recherche et que j'ai toujours voulu. Typiquement, le stéréotype,
faire 40 ans à l'usine, toujours à resserrer l'écrou, c'est quelque chose, j'aurais pas survécu une semaine. En soi, sur la charge de travail, beh, ça va être cyclique. Typiquement, de septembre à décembre, c'est horrible. C'est tous les clients, font, des budgets, qui sont finalement, bah, allez, faut le dépenser avant la fin de l'année. Donc là, on va avoir le plus de demandes. Il faut que ce soit bouclé et surtout facturé avant le 31/12. C'est, la date, sinon c'est l'apocalypse. Le début de l'année, en général, est quand même plutôt, c'est relax. On reprend, on va pouvoir, recouper et ça monte entre guillemets, ça rentre tranquillement jusqu'au Mmh. début des vacances d'été. Donc la charge de travail va être vraiment ça va dépendre de la période. D'accord, parfait. Quel est le cliché que tu entends souvent sur ton travail, sur ton métier en général? Tu sais, des personnes qui sont pas dans l'IT, qui comprennent pas forcément ce que tu fais. Est-ce que tu as un cliché, comme ça qui te vient? Alors je vais pas dire c'est un cliché des gens qui sont complètement, hors de l'IT. Ça va être des gens, mais qui sont pas forcément beaucoup posé de questions sur le cloud. C'est dès qu'on va parler, souveraineté, c'est beh, comme toi, mon cloud d'expertise, c'est Azure, Microsoft derrière, c'est américain, c'est mal et depuis, l'année dernière, c'est un sujet qui devient vraiment prenant pour plein de raisons. On trouve de plus en plus de clients qui nous en parlent, mais quand on parle entre guillemets avec des gens de l'IT, mais qui ont pas l'habitude, ils vont se focaliser uniquement sur le choix du CSP et alors que c'est qu'une toute petite lentille. Tout ce qu'on voit au niveau de nos produits, de la supply chain, même la nationalité avec lesquelles on Mmh. travaille, ça peut impacter la souveraineté de l'organisation. Donc ça reste quelque chose il y a encore pas mal de pédagogie, tu vois? Là, chaque année, je fais un article récap. Là, maintenant, je pense que je vais en faire un tous les 6 mois pour Mmh. essayer de montrer un petit peu que la souveraineté, ça va beaucoup plus loin que juste le choix de son cloud provider. Dans notre métier aujourd'hui, il est crucial de se maintenir à jour, d'accord? De faire beaucoup de veille. C'est quoi toi ton astuce? J'ai des collègues qui travaillent les week-ends, d'autres qui font les jours fériés, d'autres qui font Batman, c'est-à-dire qui travaillent de nuit. Est-ce que toi, tu as un scénario particulier ou pas? Et beh, moi, j'ai une particularité, j'ai 2 enfants et j'essaye d'être au maximum présent donc faut pas me mettre de rendez-vous entre 17h30 et 20h30. Je suis occupé. Mais oui, souvent je vais, travailler le soir. Ça va être pour relire de la documentation. On fait aussi un certain nombre d'activités Mmh. extra-professionnelles comme, pour l'ISC2, je participe à l'écriture des questions pour, l'examen de la CCSP, par exemple. Mmh. Aussi, je fais de la relecture pour des documents de la Cloud Security Alliance. Par exemple, là, dernièrement, j'ai fait partie du comité de relecture pour la gestion des clés de chiffrement en environnement cloud. Donc oui, ça prend pas mal de temps. Lire de la documentation reste, le meilleur moyen de comprendre une techno, si en soi la faire, fonctionner, ça devient assez simple, hein. La plupart des produits restent quand même assez intuitifs, mais savoir intrinsèquement comment ça fonctionne, que ce soit en termes de durée de scan, qu'est-ce que ça scanne vraiment ou quelle assurance, quelle fiabilité ça va avoir. Il va falloir se plonger dans la doc, les exceptions, les contraintes et ça prend du temps. Là, malheureusement, il y a pas de magie. On parlera un peu d'IA sur la fin, mais on n'y coupe pas. Faut lire le Microsoft Learn ou la documentation Wiz. Faut se tenir à jour, à travers les certifications et puis tout ça, quoi. J'aimerais qu'on revienne un peu donc sur ta carrière de manière générale cette fois, parce que c'est vrai qu'on est, parfois on va retrouver, ça m'est déjà arrivé d'avoir des étudiants en face de moi qui voilà, qui disent carrément qu'on est des experts dans notre domaine, mais avant tout, avant d'être un expert, il y a forcément des erreurs qui sont commises. En tout cas, pour ma part, je sais pas si toi c'est le cas aussi. Mais voilà, j'aimerais que tu en cites au moins une ou deux, si tu en as, des petites anecdotes où tu t'es dit, mince, là, c'est catastrophe. Là, j'ai fait la chose qu'il fallait pas faire. Alors c'est pas forcément catastrophique, c'est, une histoire, bah, c'était quand j'étais, mon année de césure, une de mes, prérogatives, c'était le déplacement d'équipements, de serveurs vers un autre data center pour des raisons de résilience. Ils s'appuyaient fortement sur de la Virtu. Donc en soi, tout le branchement réseau, c'était pas très important. Donc tous les serveurs, on les décablait le plus rapidement possible, sans trop noter qui allait où.
Mais dans le tas, il y avait un serveur physique qui était là pour le serveur de pare-feu avec ses 8 cartes réseau, chacune sur les règles bien spécifiques. C'était un Linux, donc aussi pour l'identification, savoir quelle carte est quelle carte. Les ingénieurs réseau, quand on leur a remis le serveur qu'il fallait le rebrancher, ils n'avaient aucune idée de quel câble devait aller quel câble. Ça leur a pris pas mal de temps pour réidentifier les cartes réseau. Oups. Et du coup, ils s'en sont sortis comment? Ils ont débranché, rebranché chaque port réseau pour déterminer lequel était le bon? Ils ont branché un, ils regardaient quelle carte c'était, puis ensuite ils le remettaient sur le bon port, mais c'était un peu pénible. Ah, je pense qu'ils vous ont un peu maudit sur le coup, là. Et un autre plus récent, c'était en début de semaine, on va voir un nouveau client et il nous demande pour une fois de pas faire une visio, de venir sur site et Mhm. je regarde juste l'adresse, le siège de l'entreprise. Je dis: «Bah, allez hop, ça doit être là». Je donne l'adresse à mes collègues, on s'y pointe, on fait, l'attente pour faire le badge et tout ça, puis vient l'heure, il dit, il y a la personne à l'accueil: «Ah mais non, en fait, il est à l'autre bâtiment». Ça va, il était pas loin, c'était à 50 numéros dans la même rue, donc 5 minutes à pied, c'était fait, mais ça aurait pu être, beaucoup plus bloquant que ça. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin, Mathieu? Est-ce que c'est la résolution des problèmes? Est-ce que c'est le salaire? Parfois, il y en a qui travaillent que pour le salaire. C'est quoi, toi, ton truc? Le fait qu'on fasse des choses. Moi, tu vois ce que pourquoi je t'ai dit que l'ingénierie, c'était ce qui me bottait plus, parce qu'on va réaliser des choses et on va avoir de l'impact. Mhm. Typiquement, j'ai pu toucher à la vie de, millions de Français quand j'ai agi dans le secteur du transport, quand j'ai agi, dans le secteur de l'énergie. C'est vraiment avoir cet impact, d'aider à sécuriser, auparavant, au début de ma carrière, à faire que des choses fonctionnent pour eux, qu'ils puissent travailler de manière plus simple, plus efficace. Vraiment, c'est avoir de l'impact et être dans la réalisation. Là, quelque chose qui m'horripile, c'est, les réunions entre guillemets, personne ne sait vraiment trop pourquoi ils sont là. On écoute quelqu'un qui a envie de parler et aussi, un exemple, j'étais auditeur PASSI, sur la partie architecture. Donc Mhm. c'est une qualification qui est organisée par l'ANSSI et ils organisent, enfin, ils gèrent une communauté là et donc c'était un rendez-vous. Donc tu vois, il y avait des siècles d'expérience dans la salle, hein. On est plus d'une trentaine de personnes, et le coordinateur, beh, là, on vous demande, on voudrait faire, une simulation sur des exemples d'architecture, donc vous faire 2 groupes et est-ce que des personnes peuvent, entre guillemets, «se lever» pour organiser? Il en faut un dans chaque groupe et là, tu as un espèce de roi du silence qui se met en place, personne lève la main. Oui, voilà, exactement comme à l'école, c'est vrai qu'ils m'ont dit: «J'ai levé la main et me suis proposé pour mon groupe et qu'on puisse avancer». Mais oui, c'est bon. Après, c'était à Paris, donc la plupart des gens étaient parisiens, donc ça leur coûtait pas trop de venir, hein. Moi, je fais mes 2 heures, enfin mes 4 heures de train aller-retour, plus, de chez moi à la gare, donc tant que j'y suis, autant faire quelque chose. On va switcher sur des sujets, sur des questions que j'aime beaucoup aussi poser. C'est la comparaison avec moi jeune. Aujourd'hui, donc, tu en es là où tu en es. Mais si tu pouvais le remonter le temps et te croiser toi étudiant, quel conseil tu lui donnerais? Alors, il y aurait 2 choses majeures, à mon avis, sur lesquelles je pourrais jouer dans ma carrière. La première, c'est son premier choix d'entreprise va être quand même assez structurant. Il va Mhm. va bien déterminer le point de départ. Choisir grand groupe ou PME. Par exemple, la plupart de mes, pairs de l'école, ils sont allés dans du grand groupe, Alstom, Thales, EDF, et cetera. La plupart, ils sont encore à ce jour et ça reste sur des positions qui peuvent être, tu vois, par exemple, souvent, ils ont pris un peu le pivot de management. Ils commencent à rentrer sur cette gestion d'équipe. Donc ça reste, quelque chose d'impactant et mon 1er choix, ça a été, bah, tiens, une annonce, enfin, ils m'ont proposé un contrat, allez, allons-y, voyons voir. J'ai pas forcément, fait un plan sur, 15 ans sur ma carrière et comme je disais, repasser sur le secteur grand compte, en fait, arriver à monter en gamme a été, a pris pas mal de travail et le deuxième, c'est, la localisation. Donc, comme je disais, je viens de Bordeaux, je suis venu pour, la prépa et l'école d'ingé sur Lyon et je suis resté pour le travail. C'est une fois que j'ai fini l'école, bah, je regardais côté Bordeaux, mais bon, il y avait pas grand enfin, j'aurais pu peut-être trouver une offre, mais il y aurait pas la richesse de l'offre qu'il y avait à Lyon à l'époque. Donc je suis resté et même je continue à regarder et là, je m'aperçois dans pas mal de mes activités, en fait,
Là, en termes de seniorité, il y a pas mal de relationnel, c'est participer à des confs, à des events, soit des events partenaires ou clients. Ça joue énormément. Là, je dois aller quasiment une fois par semaine sur Paris pour, aller rencontrer des personnes, me tenir au courant, être en vue sur les différents projets. C'est assez prenant. En soi, là, être sur Paris, il y a un lot d'opportunités, de possibilités. Enfin, à Squad, je vais m'occuper de gérer les partenariats. Enfin, j'aurais pu aller à une soirée, gratuite quasiment chaque semaine, sans problème. Chaque fois, quelqu'un qui organise quelque chose, c'est toujours intéressant. Donc cette question, vouloir partir, dans le Larzac, pour débuter sa carrière en IT, ça peut être dur. Paris reste quand même, malheureusement, heureusement, c'est au choix de chacun, un axe central Bien pour sûr. développer. Sur Lyon aussi, il y a des belles choses, mais la plupart des centres de décision restent quand même à Paris. En même temps, c'est la capitale. Donc bon. Oui, c'est normal. Il y a beaucoup de c'est ce que je disais au tout début qu'on a commencé à enregistrer ce podcast. On a beaucoup d'étudiants, en tout cas pour ma part, qui me suivent, et d'ailleurs, je pense que c'est ton cas aussi. Beaucoup d'étudiants et beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle. Qu'est-ce que tu leur conseillerais s'ils veulent faire comme toi, s'ils veulent arriver à ton niveau? Quel conseil tu leur donnerais? Ça peut être, je sais pas, ça peut être apprendre une techno, ça peut être passer des certifs, ça peut être la langue. Qu'est-ce que toi tu conseillerais? Alors, un peu tout ça. Déjà, l'anglais, c'est obligatoire. Toute la documentation, les sujets cloud, la cybersécurité, ça évolue quasiment quotidiennement et l'anglais est la langue d'échange international. On peut ne pas l'aimer, l'aimer, c'est pas le sujet, il faut être capable de parler anglais, d'avoir des discussions. Là, tu vois, par exemple, on est en train de travailler pour créer des offres, c'est au niveau européen, l'anglais n'est même pas une question. Cette première. La deuxième, la partie des certifications. Comme toi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Par contre, il faut que les certifs soient pertinentes. Ça peut être compliqué, tu vois? Souvent, on va, par exemple, côté Microsoft, recommander les 900. C'est des certifs que je vais plus voir pour, des chefs de projet, par exemple, où si elles fournissent vraiment le minimum de vernis. Si vous voulez aller s'ils veulent aller sur des postes techniques, la Z104 sera le minimum. Après, c'est des niveaux d'exigence qui peuvent évoluer suivant les attendus, mais il faut enfin, toutes les certifs n'ont pas la même valeur, que ce soit aussi bien au niveau du fournisseur. Par exemple, pour la cybersécurité, l'ISC2 est vraiment, je la recommande. Il y a la CC qui est idéale pour les débutants et ensuite, une fois qu'on a un petit peu plus d'expérience, passer, CCSP pour rester sur le cloud ou la Mhm. CISSP qui est plus généraliste. Hem, Faut aussi, c'est les mettre à jour. Je me souviens toujours, je faisais passer un entretien à un candidat et il avait toute une ribambelle enfin toutes les certifs, Azure, mais il les avait eu dans le même mois. Et je lui pose: «Bah oui, là, j'avais eu un intercontrat, donc j'avais bien bossé pendant un mois et on avait bossé». OK et je lui ai posé une question toute bête, mais c'est quelqu'un, enfin, s entre guillemets, tu ne peux pas ne pas l'avoir vu si tu as ouvert au moins une fois le portail Azure. C'était sur la hiérarchisation des données, enfin et des ressources. Il a pas su et enfin, je savais, enfin, qu'il avait travaillé avec des dumps, en fait. Il avait bouffé par cœur, il avait passé et bon, bah, ça a été un no go. Donc non, les certifs doivent être des accélérateurs, rester à prouver, mais faut pas non plus, enfin une AZ900 a pas forcément beaucoup de valeur, donc ne passez pas 5 minutes dessus en interview. Ça vous mettra pas forcément en avant face à des personnes techniques. Peut-être passer un RH, ça aura plus de succès, mais et le deuxième, donc c'est plus pour la partie cloud et cybersécurité. Il y a 3 qualités que j'attends principalement, c'est la curiosité. Comme tu disais, c'est un secteur qui avance énormément. Tu vois, là, je me souviens toujours d'un entretien pour de la l'AWS pour un candidat, effectivement, il avait sa petite solution architecte associate, un peu d'expérience, avait l'air très bien. Je lui demande: «OK, et qu'est-ce que tu penses des RCP?» Donc c'est, l'équivalent un peu des Azure Policy, Mhm. qui était sorti il y a quelques mois. Il avait aucune idée de ce que c'était, même en lui décrivant le système, il le connaissait pas. Heu, Faire du cloud ou de la cyber et encore plus si vous voulez faire les 2, ça implique de se tenir à jour, de manière vraiment très régulière. Pas forcément dans tous les détails, mais grosso modo, quand il y a des nouveaux services, des nouvelles fonctionnalités, ça va augmenter la surface d'attaque ou au contraire donner plus de moyens de protection.
c'est une obligation, vous ne pourrez pas y échapper. Alors, en contrario, j'ai commencé en tant qu'ingénieur Microsoft sur du on-prem avec du Windows Server. J'aurais pu vivre sur mes acquis pendant 20 ans. En soi, il n'y a pas forcément énormément de modifs. C'est des approches qui sont déploiements qui sont pas forcément très rapides. Donc, on peut vivre sur les acquis. Il y a toujours des gens qui font de l'AD, de la GPO. Mais si vous voulez être sur des sujets sympas, cette curiosité, elle est absolument indispensable. Le deuxième, c'est la pédagogie. C'est en soi, vous allez travailler avec plein de monde. Ça sera en lien avec la troisième qualité. Mais ce ne sont pas forcément tous des techniques. Il faudra que vous arriviez à leur faire passer vos messages. C'est par exemple une question que je pose. OK, imagine, je suis le directeur administratif financier de la boîte et explique-moi IaaS, PaaS, entre guillemets, et comment ça m'impacte. Et ça, c'est important de voir si les gens arrivent à faire le lien avec le shadow IT. Et souvent, les équipes de finance, comptables, qui vont aller chercher un petit service en SaaS parce que ça marche bien et ils n'ont pas envie de parler à l'IT. Et ça fait courir un risque énorme. La troisième, c'est le travail d'équipe, que ce soit sur des projets, des incidents, vous serez jamais seul. Certainement pas l'aimer, mais vous aurez besoin de parler avec les gens, de savoir communiquer, dire: «J'ai fait ça et ça comme investigation, donc c'est clean, il y a les preuves, elles sont là». On peut être dans des moments de stress, des moments où il y a vraiment des choses qui sont importantes en jeu, hein. Quand tu fais de la réponse à incident en temps réel, Bien sûr. il faut savoir communiquer correctement et de manière efficace. Et enfin, le dernier, c'est un petit peu lié, c'est l'empathie ou savoir se mettre à la place des autres. C'est savoir qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, pas tous les mêmes, choses qui nous importent, hein. Il y a des gens, ils vont se concentrer sur, certaines KPI, d'autres sur d'autres plutôt juste sur la partie conformité. Donc c'est ça qui va permettre d'agir sur les gens. Faut leur parler de choses qui les intéressent. Là, je compte pas le nombre de réunions où j'arrive, j'en parle, c'est des choses qui sont tout à fait vraies, ce qu'ils disent, mais ça a aucune valeur ou aucune pertinence pour moi. Entre guillemets, il me fait perdre mon temps, donc ça me met pas forcément de bonne humeur pour avoir envie de, lui donner ce qu'il veut ou autre. Mmh. Donc c'est quelque chose d'important, c'est arriver à comprendre qu'est-ce qui a de l'intérêt pour les gens et comment on peut les aider sur ce point et ensuite ils pourront nous aider. Et le petit dernier là, qui est pas forcément sur un conseil sur les entretiens, mais sur la carrière, faut pas hésiter à se donner en entreprise. Si vous avez envie de progresser, faut essayer. S'il y a rien qui vient en retour, faut partir. C'est entre guillemets, les gens qui donnent, ils trouveront toujours quelque chose, mais il faut pas forcément attendre tant que l'entreprise fasse le premier pas. Sinon vous allez, manquer des opportunités ou autres. Pas forcément tous les jours, mais très régulièrement, il y a des réorganisations dans les entreprises, il y a des mouvements et si vous êtes identifié, si vous êtes visible, le management pensera à vous, en fait. C'est s'il vous connaît, il pourra penser à vous, s'il ne vous connaît pas, il ne pourra rien faire pour vous. Le message est passé, c'est nickel. On va parler IA, tu l'as évoqué tout à l'heure. Il y a beaucoup de discours aujourd'hui qu'on voit passer aussi bien à la télé que sur les réseaux sociaux ou même des entreprises. Au moment où on tourne cet épisode-là, donc le podcast sortira peut-être un peu plus tard, on a des sociétés comme par exemple Capgemini, on le sait, hein, ça a été annoncé à la télé, c'est pas une surprise. Il y a eu énormément de licenciés et le motif, ça a été vis-à-vis de l'IA, en tout cas de ce qui a été annoncé. Qu'est-ce que toi tu penses vis-à-vis de l'IA? Est-ce que tu penses que les débutants aujourd'hui n'auront plus leur mot à dire? C'est-à-dire que si tu n'es pas un minimum expérimenté, tu vas être vite perdu? Ou à contrario, ils peuvent utiliser peut-être l'IA à leur avantage? Alors, plein de questions dans celle-ci. La première pour l'entrée sur les juniors, enfin l'impact de l'IA sur le marché des juniors, il est réel. Pour on va dire les métiers d'entrée de gamme tels que par exemple, tu vois le SOC niveau 1, il y a plus d'entreprises qui vont recruter pour ça. On arrive avec des solutions IA aujourd'hui qui arrivent à faire le triage, le filtrage et de l'automatisation pour les incidents de bas niveau. Donc il y a un certain nombre de postes qui vont disparaître, il y en a des nouveaux qui vont se créer. Là, tu vois, je suis en train de travailler pour créer des offres de sécurisation autour de l'IA. Donc il y a vraiment beaucoup de choses la situation pour les juniors est très compliquée en ce moment. Là, tu vois, lors de ma dernière intervention en école, là, c'était à LaGuardia, tous les étudiants, leur première question, c'est: «Est-ce que vous avez des stages? Est-ce que vous avez des alternances?» C'est vraiment, complexe, pour eux. J'espère que ça va s'arranger.
L'IA est pas forcément la seule responsable, entre guillemets, la stabilité, dont les entreprises ont besoin pour savoir dans quoi investir, n'est pas forcément présente, actuellement. Donc, espérer que ça aille mieux de ce côté-là, entre guillemets, que la situation économique, reparte. Mais, l'IA ne sert pas, enfin, elle a bon dos. Sûr, il va y avoir des transformations de métiers. Tu vois, on se parlait de l'exemple de la compta, finance, on va dire pareil, pour beaucoup de petites mains dans ces Bien sûr. secteurs-là, ça va être plus compliqué. Le deuxième point sur l'usage de l'IA en entreprise. Donc, bah, il y a énormément de positions, enfin de questions sur la cybersécurité, hein. C'est entre guillemets, c'est un nouveau jouet et il Mmh. offre, un champ assez important pour les attaquants, hein. Si on sort de la traditionnelle exposition, réseau ou de l'IAM, on va se retrouver avec tout ce qui est prompt injection et autres joyeusetés. Mais c'est plus sur l'utilisation. Là, j'ai déjà vu des collègues, en fait, où ils vont, faire de la documentation, pour des clients et ça se voit que c'est, une requête Gemini, quasiment au niveau du formatage et c'est quelque chose, enfin, faut qu'on fasse attention. Tu vois, par exemple, mon usage de l'IA, ça va être, par exemple, pour mes publications LinkedIn. Je vais lui donner des Mmh. idées et je vais lui dire, fluidifie-moi ça et essaye de le rendre attirant ou bringant. Toujours la question, est-ce que les petites icônes, ça aide à être visible sur LinkedIn ou pas? De temps en temps, Question. je fais tout à la main pour, comparer, voir, est-ce que mettre de l'IA ou pas, c'est poussé en avant par l'algo. Je m'aide aussi beaucoup les requêtes, que ce soit du KQL, du Rego, c'est, heu, c'est pas mal. Ça aide à gagner du temps, mais c'est pas forcément, enfin, ça aide à gagner en productivité, mais pour l'instant, il fait encore sujet à erreur. Tu vois, la notion Bien sûr. d'hallucination, par exemple, quand je lui donne mes idées, je lui dis: «Bah, essaye d'extrapoler, de rajouter des choses encore sur le contexte». Très souvent, il va taper à côté. En fait, là, pour, les actions de résumé, de remise en ordre, il va être, Mmh. vraiment très bon. C'est-à-dire pour les moteurs, IA, grand public tels que Gemini, Chat et co. Mais pour lui donner, des droits, en écriture ou des droits d'action, les modèles grand public ne sont pas forcément encore, à mon avis, au niveau. Il y a une grande partie de cyber qui est à faire, sur ce côté-là. Est-ce que tu as un livre, un podcast, une chaîne YouTube ou même un compte Twitter, hashtag X maintenant, que tu recommandes à des personnes ou bien à tout le monde ou à ton entourage ou... Alors, je vais dire plutôt pour les gens qui veulent, travailler dans la cybersécurité, sur les environnements de cloud, Reddit. Notamment, le sub, cybersécurité, NetSec, sont des mines d'informations. Pour vous tenir à jour, un peu plus tôt, je parlais de curiosité. Si Mmh. quelque chose se passe au monde de la cyber, vous le verrez en moins de 12 heures là-bas et il y aura, des commentaires, des retours, savoir si c'est un hoax ou pas, des updates. Ça reste des méthodes fiables. Typiquement, Twitter, la limitation en termes de caractères est beaucoup trop basse. Si on travaille sur des sujets qui sont quand même extrêmement complexes, et on peut pas faire passer cette complexité en quelques mots. Je sais plus la limite de caractère actuelle. Reddit reste, on va dire pour moi, une très bonne solution pour se tenir à jour et aussi sur les solutions cloud pour préparer les certifs, hein. Si vous voulez avoir des retours d'expérience, il y en a très beaucoup pour, la partie SC2 et même sur la valeur des certifs, ça peut vraiment beaucoup aider. Et il y a même un sub, pareil, Career in Cybersécurité ou quelque chose comme ça qui peut aussi, donner des idées. Ça reste quand même assez nord-américain, mais le monde s'y retrouve. Ça marche. Est-ce que tu as un dernier message pour la communauté étudiant ou ceux qui sont un peu perdus dans leur orientation? Tout d'abord, courage. J'espère pour eux, Oui. que la situation économique va repartir, qu'on va retrouver entre guillemets, pouvoir profiter. C'est en cyber, il y a énormément de choses à faire, hein. La partie, conformité, enfin les obligations légales, ne font qu'augmenter. On parlait un peu plus tôt du besoin de souveraineté, et tout ça, c'est des choses, il faut des gens. L'IA va pouvoir aider certainement, mais il y a besoin de gens qui le connaissent et en fait, il faut qu'ils arrivent à se démarquer. C'est, je vois un CV, je vais en voir en fait une centaine. Ils sont quasiment tous identiques, fait l'épita. Tu vois, par exemple, une autre question qu'on pourrait se poser pour faire de la cyber ou du cloud, est-ce qu'il faut faire une école orientée cyber ou orientée cloud? Bon après, je suis pas neutre, hein, je vais dire, le fait d'avoir commencé par faire du sysadmin, fait de comprendre entre guillemets les besoins d'une entreprise et ensuite les Mmh. extrapoler sur des environnements cloud et ensuite se profiter de la cyber. Ça me donne, je dirais, une longueur d'avance, ça permet d'être cohérent par rapport au business. Si on va souvent trouver des gens de la cyber qui vont être, raides comme des piquets, ils disent: «Bah, les données, on les met dans un coffre-fort, on le balance dans la fosse des Mariannes et c'est bon, elles seront sécurisées». Donc
Il y a pas de formule magique, hein. La carrière, c'est avant tout la chance, des rencontres, des opportunités. Donc bien évidemment, ça se crée, hein. Faut se mettre en état, hein. Avoir un profil LinkedIn sympa qui, on a envie de lire, qui soit bien organisé, avoir des certifs, ça va aider, mais ça reste de la chance malheureusement. Heureusement, hein, on n'est pas Non, la visibilité, hein. Je suis assez d'accord avec toi sur la partie LinkedIn. Si tu n'es pas visible, tu ne seras pas vu et tu ne seras pas démarché, malheureusement. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, sur les réseaux? C'est l'instant pub. LinkedIn, Mathieu Guillermidol. C'est le seul réseau social que j'utilise, ou peut-être aller Reddit aussi en mode leur cœur, je ne poste pas. Et de temps en temps sur la chaîne YouTube. Avec plaisir. Est-ce que tu as un dernier mot, Mathieu? Mais ce fut un plaisir, je te remercie pour l'occasion et c'est quand qu'on fait ton interview à toi? Un jour, peut-être. On verra. Pour le moment, c'est moi qui les donne. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir accepté et d'être intervenu du coup sur la chaîne YouTube et dans le podcast. Donc pour information, tu vas être disponible sur YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer, bref, toutes les plateformes possibles et inimaginables, en tout cas les plus connues. Mais en tout cas, voilà, merci d'avoir accepté l'invitation. J'espère que tu as passé un bon moment, que tu as aimé l'exercice. Mais oui, Eh bien écoutez, on s'arrête ici. On vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne. très bonne journée, à plus.